Bonjour, bon dimanche à tous. On a eu un petit contretemps. Je vais vraiment essayer de m'améliorer là parce que les lives c'est supposé être à 8 heures. Je sais que le dimanche, on veut relaxer, se reposer et on aimerait avoir notre soirée. Donc, je vais vraiment faire un effort pour commencer les lives à 20 heures. OK? On va continuer. Je reçois un message, je vais juste voir si c'est pas quelqu'un qui voulait rentrer dans le groupe. OK, parfait. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment intéressant. On va parler des placements. Ce sera pas bien long. Je vais vous laisser le temps de rentrer. Soyez les bienvenus. Bon dimanche. Soyez les bienvenus. Bon dimanche. Je suis contente de vous voir. Bonjour. Je vais juste ouvrir mes commentaires pour pouvoir voir. Sinon, si j'ai des problèmes de commentaires, donc, je vais juste taper ici. Comme ça, je serai sûre de voir vos commentaires. OK, donc, allô. J'envoie un allô. C'est juste pour tester si je peux voir vos commentaires. OK. Est-ce que je vois les commentaires? Écrivez-moi en commentaire. Je vais juste être sûre que je suis capable de voir vos commentaires parce que la dernière fois, vous m'écriviez et je ne voyais pas les commentaires. Donc, si vous pouvez juste m'écrire bonjour ici, comme ça, je vais voir que vous m'avez écrit. OK. Là, en ce moment, je ne vois rien. Je ne sais pas si c'est normal. OK. Donc, définitivement, je ne vois rien. Je vais me connecter sur mon autre téléphone. Je vais voir si je suis capable de voir ça ici. Si je suis capable de voir ça ici. Ce ne sera pas bien long, hein? Je vais régler ce problème-là et puis... Je vois vos likes, mais je ne vois pas vos commentaires. Et comment que je peux faire ça? Pourquoi je ne vois pas? Bon, je ne sais pas c'est quoi le problème ici. Ok. Ah, bon, je vois les commentaires, c'est bon. Bon, bonjour Marie. Bonjour, comment ça va? Ah, enfin, bon, je vois les commentaires. On peut commencer. J'aime pas ne pas pouvoir interagir avec vous. Donc, j'aime savoir que, ok, vous êtes là, vous écrivez et que je suis capable de voir les commentaires et de répondre. Parce qu'à chaque fois, je vais finir le live et 1 heure plus tard, je me rends compte qu'on m'avait posé des questions, on m'avait écrit des commentaires et je ne les avais pas vus. Donc, je ne pouvais pas répondre. Donc, je voulais vraiment m'assurer que ça fonctionnait. D'accord. Ok, donc, bienvenue. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. On a eu une semaine de congé, encore une fois. La semaine dernière, c'était un peu difficile pour moi d'arriver à temps. Et je vais essayer vraiment d'améliorer ça. On gère ça avec le mari, les enfants. Donc, c'est vraiment compliqué. Bon, je dis les enfants, mais j'ai seulement un enfant. Mais c'est un peu compliqué parfois de gérer les horaires. Donc, je vais essayer d'ajuster ça pour que je puisse être toujours en live à 20 h et non pas plus tard. Et c'est ça. On espère que ça va aller mieux, mais j'espère. Parce que, hein, c'est ça. On gère la famille. Donc, on va parler aujourd'hui. Ça va être vraiment intéressant. Mais avant de parler d'aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qu'on a parlé dans le dernier cours, vu que ça fait quand même 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Ouais, 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Donc, dans le dernier cours, on a parlé de l'investissement à travers les assurances. On a vu qu'il existait 2 types d'assurances. Des assurances que c'est juste des dépenses et des assurances que c'est aussi de l'investissement. Et on a vu aussi quelle était la bonne stratégie financière qu'on pouvait adopter pour nous aider à bâtir une meilleure situation financière. Et on a rappelé une vérité importante, très importante, que ce n'est pas parce qu'on est né avec une certaine réalité qu'on est obligé de
mourir avec cette réalité. On a parlé aussi que c'est pas parce qu'on n'a pas été capable de donner à nos enfants une certaine qualité de vie que après notre vécu, on ne serait pas capable de leur donner cette qualité de vie-là et de réussir notre mission finalement, de leur donner une meilleure qualité de vie que nous avons eue pour nous-mêmes en leur léguant quelque chose de substantiel, de suffisant pour qu'ils soient même capables de changer de classe sociale. On a vu que les assurances nous permettaient de faire ça avec un sacrifice continuel, peut-être pour 20 ans, mettre un peu plus dans nos assurances qu'on avait l'habitude de faire habituellement, mais qu'en faisant ce sacrifice-là, on serait capable de donner à nos enfants une meilleure vie que nous avons vécue. Et on a aussi vu que on n'était pas obligé, que nous-mêmes, on pouvait bénéficier de ce genre, des prestations d'assurance en fait, qu'on pouvait bénéficier de notre vivant, des investissements que nous faisons à travers les assurances, et que c'est pas vrai que l'assurance est seulement pour après qu'on ait quitté la Terre, mais qu'on peut vraiment en bénéficier de notre vivant, mais ça dépend du type d'assurance qu'on va choisir d'investir dedans. Aujourd'hui, on continue sur le thème de l'enrichissement, mais cette fois avec un autre pilier, ok? Les actifs papier. Déjà, les assurances, qu'on a parlé le cours passé, c'est un actif papier, mais là, on va parler de deuxième actif papier, c'est les placements. Encore en récapitulatif de l'avant-dernier cours, cette fois-ci, quand on a parlé des 3 classes d'actifs, on avait parlé des actifs papier, de l'immobilier et des entreprises. On avait vu que ce sont les 3 formes d'actifs dans lesquelles on veut investir parce que ce sont des actifs qui détiennent du levier et le levier nous fait racheter le temps. Le levier nous permet justement de multiplier nos finances et d'avoir une certaine puissance financière. Ok? Donc, les assurances font aussi partie des actifs papier et on va voir, c'est ça, les placements, les fonds d'investissement, les investissements. Je vais te présenter les types de placements les plus courants, leurs avantages, leurs inconvénients et surtout comment réfléchir avec sagesse à une stratégie qui va nous bénéficier, nous, dans notre situation. On se rappelle que il y a toujours le conseil général, qu'est-ce qu'on donne au mainstream, mais toi, personnellement, tu dois faire ce travail-là avec sagesse, de savoir, ok, on m'a présenté ça, la situation dans laquelle je me trouve présentement me permet de faire ça, et ça seulement, and it's okay. L'important, c'est que tu mettes des actions un peu et de façon constante, et c'est ça qui va produire les fruits à la fin. Donc, le premier type de placement qu'on va parler, c'est les CPG. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, les CPG, les certificats de placement garantis. OK? Les certificats de placement garantis, ils ont un risque vraiment faible. Donc, c'est très rare que tu puisses perdre de l'argent quand tu investis dans des CPG. Le rendement est faible à modéré. Donc, quand on parle de faible à modéré, on parle de 1 à 3% de rendement. Et c'est pour une durée prédéterminée. Donc, quand je dis 1 à 3% de rendement, ce n'est pas 1 à 3% de rendement annuel. Ce n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, ils vont te dire qu'il y a une échéance de 1 an, 3 ans ou 5 ans. Ce qui veut dire que le rendement que tu vas faire, ce sera à la fin de l'échéance. Okay? Si tu investis dans un CPG qui a une échéance de 1 an, tu auras un rendement de entre 1 et 3% à la fin de 1 an. Si c'est 3 ans, tu auras 1 à 3% à la fin de 3 ans. Ainsi de suite, dépendamment de la durée. Donc, l'avantage, c'est que, bon, c'est stable. Il n'y a pas de stress du fait que, et si je ne reçois pas mon 2%, c'est impossible. Parce que c'est garanti. Okay? C'est garanti. La compagnie te dit que après le terme, après 1 an, 3 ans ou 5 ans, tu auras ton 1% ou ton 3%. Le désavantage, en fait, c'est que sur le long terme, c'est définitivement insuffisant. Okay? C'est insuffisant. Et surtout, c'est insuffisant pour battre l'inflation. Parce qu'on a vu que dans les dernières années, l'inflation était en moyenne 5%. Et il y a des années où c'était 7% l'inflation. Il y a des années où c'était 1%. Il y a des années où c'était 5%. Donc, si tu veux t'embarquer dans une route où tu vas investir dans des placements qui ne produisent que du 3% aux 5 ans, eh bien, le conseil général, quand tu vas t'asseoir avec un conseiller, ils vont te dire que ça procure la paix, ça procure moins de stress et tout, mais c'est une fausse paix, il faut se le dire. C'est une fausse paix parce que, ok, oui, mon placement, je suis sûre à 100% que dans 5 ans, dans 3 ans ou dans 1 an, j'aurais fait 3% de rendement. Mais la réalité, c'est que si cette année-là, l'inflation était de 7%, si au cours de ces 3 ans ou de ces 5 ans, l'inflation moyenne était de 7%, ben, tu as perdu 4% de pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat-là que tu as perdu, tu vas le ressentir dans tes poches à chaque jour, quand tu vas faire l'épicerie, quand tu vas vouloir te vêtir, quand tu vas vouloir aller au restaurant avec tes amis.
ou bien que tu voudras voyager et tu vas sentir cette inflation-là. Et c'est faux que le fait que tu as investi dans les CPG va te donner la paix. C'est une fausse paix parce que la réalité, c'est que every day you walk with stress. Every day you walk with scarcity. T'as peur de manquer. Comme chaque jour, t'as peur de manquer. Donc, est-ce que c'est une vraie paix quand on nous dit, oh, madame, monsieur, investissez dans les CPG, vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent? C'est une fausse paix parce que la réalité, c'est que chaque jour, tu vas vivre avec un stress du fait que tu ne fais pas assez d'argent et que tes placements ne produisent pas assez pour te donner un style de vie assez confortable. OK? Donc, les CPG offrent la paix, une fausse paix, OK? Mais leur croissance est extrêmement lente. OK? La croissance est trop lente et ça n'en vaut pas la peine. Bonjour, Béa. Bonjour. Et donc, c'est ça. Donc, maintenant, on va passer à un placement qui est souvent plus présenté, qui est souvent plus conseillé, comme le compromis, on peut dire. Et ça, je parle des obligations. Donc, les obligations, bonjour Maggie, contente de te voir. Les obligations, c'est comme un prêt, OK? Donc, c'est que tu vas prêter ton argent à une compagnie ou au gouvernement. Et en échange de ce prêt-là, tu vas recevoir de l'intérêt, tu vas recevoir du rendement. Ça, les risques sont moyens, dépendamment de c'est qui a émis l'action, qui a émis l'obligation. Si c'est le gouvernement, hein, tu sais que le risque, comment je pourrais dire, le risque est beaucoup plus faible. Si c'est une entreprise, le risque peut être un peu plus élevé, n'est-ce pas? Le rendement, c'est souvent entre 3 à 5% selon la durée et le marché. Donc, quand on parle du marché, c'est justement si on parle de ça, de l'économie. Si on est dans une phase de récession, les gens achètent moins, donc l'entreprise va faire beaucoup moins de ventes, va réaliser beaucoup moins de rendement et ça va affecter aussi sur le rendement de tes obligations. Donc, quand tu passes de l'argent à travers les obligations à une entreprise ou à un gouvernement, tu n'as pas de garantie qu'à la fin du terme, tu auras ton 5%. Parce que ça va dépendre de est-ce que le marché, est-ce qu'on était dans un cycle économique où est-ce qu'il y avait beaucoup d'achats ou est-ce qu'on était dans une récession? Est-ce que les gens achètent beaucoup ou est-ce que les gens n'achètent pas beaucoup? Et selon la durée, donc un peu comme les CPG, c'est que si tu passes une obligation, donc tu passes de l'argent à une compagnie et que la durée du prêt est de 1 an, 3 ans, 5 ans, eh bien, c'est à la fin de la durée du terme que tu reçois le bénéfice de ton rendement. Bonjour Ferry, ça va? C'est à la fin du terme que tu reçois le rendement de ton prêt. Donc, si tu as passé de l'argent au gouvernement ou à une entreprise et qu'ils ont dit que c'était payable dans 5 ans, ok? Donc, le terme est dans 5 ans, ça veut dire que dans 5 ans, tu vas recevoir un rendement de 5%. Et ça, c'est si le marché était coopératif. Si on était dans une période de croissance, par exemple, le marché va bien, là, tu vas recevoir, mais sinon, ça peut être beaucoup moins. L'avantage, c'est que c'est plus stable que les actions. C'est pour ça qu'on dit que c'est un compromis parce que c'est plus stable que les actions et c'est utile pour faire équilibrer ton portefeuille. Okay? Mais le problème, c'est que si l'inflation est plus élevée, encore le même problème avec les CPG, si l'inflation est plus élevée, ben, tu vas perdre ton pouvoir d'achat. Si l'inflation est de 7% et que ton rendement est de 5%, tu as perdu 2% de pouvoir d'achat, donc tu t'es appauvri durant ce temps-là. Et ça, c'est un point qui est vraiment clé parce que le risque, c'est pas seulement de perdre son capital, mais c'est aussi de perdre sa puissance financière. Donc, même si tu as fait un rendement, c'est ça, comme je disais, j'ai dit l'exemple avant de lire mon point, mais bon. Donc, tu ne cherches pas seulement à faire du rendement, mais tu veux aussi que ce rendement puisse protéger tes finances, protéger ta famille et te permettre de grandir, de te faire grandir, ok? Donc, maintenant, on va passer à la classe d'actifs qui fait un peu plus peur, que les gens ont toujours peur de parler de ça ou de s'aventurer dans ça. Le conseil général, on dit souvent de non, de ne pas faire ça, de ne pas investir là-bas. Et je pense que vous savez déjà c'est quoi, c'est les actions. Okay? Les actions ont vraiment un potentiel élevé de croissance. Donc, à travers les actions, tu peux faire énormément de bénéfices, comme tu peux faire énormément de pertes. Et c'est pour ça que, justement, ce n'est pas souvent conseillé. C'est pour ça qu'on va toujours faire ton profil financier, ton profil d'investisseur pour savoir est-ce que tu es le genre de personne que lorsque tu stresses, tu arrêtes de dormir la nuit. Est-ce que tu es le genre de personne que quand tu vois que ton argent a fait plus 40, plus 4000, ok? Quand tu as vu que hier, ton argent a fait plus 4000 et le lendemain, ton argent a fait moins 2000, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu es une personne qui va sortir l'argent? Ou bien tu vas dire, ok, non, I trust the process et je vais laisser l'argent fluctuer
et lui permettre de travailler pour moi. Okay? C'est un peu comme quand tu engages un employé. Quand tu viens d'engager un employé, les premières semaines, les premiers mois, il va faire énormément d'erreurs. Mais si tu gardes l'employé, si tu continues à le former, à lui donner les bons outils et à l'aider, surtout parce que chaque personne est différente, de la même façon que chaque action est différente. Donc, si tu lui permets, tu lui donnes les outils pour se développer, ben cet employé-là, oui, peut-être qu'au début, elle te faisait faire des pertes, mais à la longue, tu vas voir que cet employé-là va commencer à produire pour toi et tu vas voir que c'était une meilleure décision de garder cet employé-là que de le renvoyer. Donc, c'est un peu la même façon, si on fait l'analogie, c'est un peu la même façon avec les actions. Et le profil financier, quand on te fait le test du profil d'investisseur que tu es, c'est ça qu'on va regarder. Est-ce que tu es le genre d'employeur qui va engager un employé, puis quand tu vois qu'après une semaine, il ne fait pas l'affaire, tu vas le renvoyer, ou bien tu es le genre d'employeur qui va faire confiance, que non, tout le monde apprend, il y a du temps d'adaptation, je vais garder l'employé et je vais être capable de voir les fruits à la fin. Donc, c'est ça qu'on regarde. Et c'est pour ça, et l'affaire, c'est que la plupart des personnes, et c'est pour ça que j'aime cet exemple-là avec l'employeur et l'employé, parce que ça nous permet de réaliser certaines habitudes qu'on a peut-être, qui nous nuisent, et qu'on ne se rend pas compte que si on fait juste transposer cette situation dans une autre situation, tu réalises que, oh, mais finalement, c'est pas si pire que ça. Vous voyez? C'est juste que comme on n'a pas l'éducation, comme on ne nous l'explique pas bien, on pense que c'est beaucoup plus gros que qu'est-ce que c'est. Donc, si tu es une personne que quand tu achètes une action, un jour ça fait 4 000 et le lendemain ça fait moins 2 000 et tu préfères le vendre, on va jamais te conseiller d'investir dans des actions parce que tu vas perdre, tu vas toujours perdre parce que tu vas toujours sortir l'argent quand tu vas avoir la perte. Donc, tu vas attendre que la perte se concrétise pour pouvoir sortir l'argent. Et c'est comme ça qu'on perd de l'argent. À la fin, ça ne produit rien pour toi. C'est un peu, c'est un peu comme l'employé, tu as investi avec les RH, ça coûte vraiment cher engager des nouveaux employés parce que c'est du temps de formation, c'est du temps improductif, c'est de l'argent qui te coûte. Mais si tu ne laisses pas trust the process, c'est sûr à 100% que tu vas perdre ton argent. Mais si tu laisses le process, if you trust the process, tu vas voir que tu vas avoir du rendement à la fin. Donc, l'avantage, c'est vraiment qu'il y a vraiment un potentiel de croissance important. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de volatilité. Donc, comme je dis, un jour, ça peut être plus 4 000. Le lendemain, ça peut être moins 2 000. Dans un mois, ça peut être moins 4 000. Mais dans 6 mois, ça peut être plus 10 000. Donc, est-ce que tu vas attendre 6 mois? Ou bien tu vas sortir le mois d'après à moins 4 000 $. Les pertes sont possibles, comme je le dis, parce que si tu décides de sortir, écoute, tu as perdu. Si tu as décidé de sortir l'argent dans une phase de déclin, tu vas perdre de l'argent. Et souvent émotionnellement difficile si on n'est pas préparé. Donc, c'est vraiment, il faut que tu aies un mental d'acier. Il faut vraiment que tu aies un bon mental quand tu investis dans les actions. C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas choisir eux-mêmes les actions dans lesquelles ils vont investir et ils vont laisser ça aux professionnels. Et souvent, les gens, vous allez voir que les gens veulent quelque chose de plus simple et plus équilibré, plus stable. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dormir la nuit. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir la nuit quand ils voient qu'ils ont perdu 2 000 $. Mais il y en a d'autres qu'ils peuvent être à moins de 10 000 et ils dorment bien la nuit. Hein. Donc, c'est ça. Donc, c'est là, en fait, que les fonds d'investissement rentrent en jeu. Les fonds d'investissement, en gros, ça, c'est le quatrième type de placement qu'on voit ensemble. On a parlé des CPG, des obligations et des actions. Maintenant, on parle des fonds d'investissement. C'est là que les fonds d'investissement rentrent en jeu parce que les fonds d'investissement, c'est un mélange de plusieurs placements. Donc, dans un fonds d'investissement, tu vas retrouver des CPG, tu vas retrouver des obligations et tu vas retrouver aussi des actions. Et ça fait en sorte que c'est comme ça que tu es capable de créer un portefeuille qui est équilibré. Okay? Qu'on appelle équilibre, c'est de ça qu'on parle. C'est pas nécessairement de seulement investir dans des obligations parce que c'est celui qui est plus équilibré, le plus stable, mais c'est de trouver un outil financier, d'utiliser une stratégie financière qui est capable de combiner les trois et qui va faire en sorte que tu sors gagnant à la fin dans tes finances. Souvent, c'est géré, en fait, pas souvent, dans la majorité du temps, c'est géré par des professionnels. Okay? Donc, c'est pas toi qui vas gérer tes fonds d'investissement, c'est un professionnel. Et c'est pas toi qui choisis les titres. Bien que, si je prends l'exemple des assurances, ok, quand tu investis à travers des assurances et les fonds distincts, parce qu'il y a plusieurs types de fonds, ok, quand tu as investi à travers des fonds distincts, ça c'est les fonds avec les assurances, il y a la possibilité que tu puisses choisir tes fonds. Tu peux t'asseoir avec ton conseiller financier et dire, ok, regarde, c'est quoi les fonds dans lesquels tu investis? Il va te le dire. Si tu as entendu parler de fonds, d'autres fonds et tout, tu peux lui dire, regarde, moi j'ai entendu parler de tel fonds, tel fonds, tel fonds. Est-ce que tu peux regarder ça? Est-ce que ça serait bien pour mon profil? Est-ce que ça fait partie des fonds que vous travaillez dedans? Et il est capable de te faire quelque chose personnalisé à toi. Il faut juste lui demander et bien sûr, il faut faire ses recherches. Et encore là, même si tu viens avec ça, même si tu viens avec ce fonds-là,
à ton conseiller financier, il peut aussi faire ses recherches puis voir que, ok, non, ce fonds-là, finalement, c'est peut-être pas comme, oui, tout le monde parle de ce fonds-là. Souvent, ça arrive parce que, surtout avec l'Internet, it's trendy. Toujours, tout le monde parle, oh, allez investir dans ça, allez mettre de l'argent dans ça, nanana et tout. Mais souvent, c'est seulement pour une période de temps très courte. Et si tu mets de l'argent dedans, tu perds après. Donc, c'est important d'en parler. Et de pas juste assumer que oh, ton conseiller financier, il sait pas qu'est-ce qu'il fait, il te met jamais les trucs et tout. Non, parle-lui-en. Il va regarder pour toi, ok, est-ce que selon ton profil, on peut investir dans ça, ou bien selon l'historique de ce fonds-là, selon l'historique de ces actions-là, est-ce que c'est une bonne chose d'investir dedans maintenant ou pas? Si je prends l'exemple de BlackBerry, BlackBerry c'était un leader mondial dans le secteur de la téléphonie et de la technologie, je pense. Mais BlackBerry a pas voulu évoluer. BlackBerry a arrêté d'évoluer à un certain moment. Mais tous les gens qui avaient investi dans BlackBerry dans ses débuts et même dans son milieu de vie, ils ont fait de l'argent. Ils ont fait beaucoup d'argent avec BlackBerry. Mais imaginez quelqu'un que elle entend toujours que oh, mais BlackBerry fait des bons rendements. Et là, elle se dit, elle va dire à son conseiller, je vais investir dans BlackBerry. Mais cette personne-là, elle n'est pas au courant qu'en ce moment, BlackBerry, elle est dans sa phase de déclin parce qu'elle n'a pas évolué avec la technologie qui se trouve présentement dans le cycle présent. Puis, son conseiller lui dit non, on va pas investir dedans, puis la personne se fâche. La personne ne comprend pas que, en ce moment, BlackBerry n'est pas qu'est-ce qu'il était avant. Si tu te bases seulement sur l'historique d'une action pour investir dedans, tu peux aussi te tromper parce qu'il y a d'autres facteurs que tu dois prendre en compte. C'est, ok, dans les années passées, et surtout, c'est vraiment tricky parce que quand tu regardes l'historique des actions et des fonds, ils vont te dire l'historique, on va dire, des 5 à 10 dernières années et ils vont te créer une moyenne par rapport à ça. OK? Puis, si dans les premières années, c'était très fort, ça va venir manger les années qui étaient moins fortes. Donc, ça va faire en sorte que ton information est erronée. OK? Ton information est erronée parce que si tu prends les 3 dernières années, tu vas voir, c'est là que tu vas voir que, oh my gosh, l'entreprise est en déclin, l'entreprise ne fait plus de rendement, l'entreprise n'est plus bonne à investir dedans, je ne devrais pas mettre d'argent dedans. Mais toi, tu es là, puis tu écoutes seulement qu'est-ce qu'on dit sur Internet, puis tu n'as pas cette formation-là financière. Et là, tu te dis, mais non, mais dans les derniers 10 ans, dans les derniers 10 ans, BlackBerry a fait, je sais pas, 1000%. Non, moi, je vais aller dans ça. Et puis, l'année d'après, BlackBerry a fait faillite. Pourquoi? Parce que Apple est arrivé avec la technologie, puis il a mangé tout le marché, genre. Donc, vous voyez un peu, parlez-en. Quand vous entendez quelque chose, parlez-en à votre conseiller, mais faites-lui aussi confiance qu'il sait, il a regardé plus loin que juste la moyenne des 10 dernières années, par exemple. Okay? Qu'est-ce qui est vraiment un avantage avec les fonds d'investissement, c'est qu'il y a la diversification. Donc, quand tu as de la diversification, c'est que tu viens réduire le risque qui est attaché à chaque type de placement. Donc, si par exemple, dans ton fonds, tu avais 60% d'actions et 40% d'obligations, ben tu sais que à cause qu'il y a des obligations, si les actions ne font pas un bon travail cette année-là, il y a quand même, tu vas pas perdre, je sais pas, 30% de ton portefeuille à cause que les actions n'ont pas, à cause que par exemple c'était une récession, ok? On va dire qu'on est dans une récession. À cause qu'on est dans une récession, tu n'auras pas perdu 30% de ton portefeuille à cause que tu avais 100% seulement juste des actions dans ton portefeuille, mais le fait que tu avais des obligations, ben ça fait en sorte que c'est venu équilibrer. Tu n'as pas perdu 30%, tu as peut-être perdu 10%. Et là-dedans, tu peux avoir des CPG aussi qui vont venir diminuer le risque de perte. Et non seulement ça vient diminuer le risque, mais ça vient aussi favoriser la croissance de tes finances, donc ton rendement. L'autre chose qui est très avantageuse, c'est que c'est géré par un professionnel. Donc, c'est pas toi qui vas pick and choose les actions, c'est pas toi qui vas pick and choose les obligations dans lesquelles tu veux investir, mais c'est géré par un professionnel. Et bien sûr, comme je le disais, donc ça t'offre un équilibre entre la croissance et la stabilité. Donc, quand tu veux investir quelque part dans un actif papier qui est le placement, quand tu veux investir dans des placements, ce que je vais te conseiller, c'est d'investir à travers des fonds d'investissement et non pas une action là, une action là, une action là. C'est sûr que quand tu as bâti une certaine, comment je pourrais dire, un certain portefeuille, ok? Quand tu as réussi à bâtir un certain portefeuille financier, tu peux commencer à sortir un peu puis dire, ok, regarde, moi en ce moment, j'ai en placement dans des fonds d'investissement, peut-être pour 120 000 $. Alors, je vais commencer à regarder un peu dans quelle action je pourrais investir, okay? Dans quelle compagnie je pourrais investir. Là, tu peux commencer à faire ça. Mais c'est quand tu as déjà une base solide.
tu as déjà quelque chose, tu vois, là, tu peux commencer à aller chercher autre chose et investir ailleurs. Mais quand ta base n'est pas solide, c'est pas le moment d'aller s'essayer dans des actions et perdre ton argent. OK? On ne fait pas ça en 2026, là, s'il vous plaît. Les inconvénients, c'est qu'il existe des milliers de fonds. OK? Il existe plus de 5000 fonds. Donc, c'est vraiment difficile de savoir dans quel fonds je dois investir mon argent. Quel fonds va produire le mieux cette année? C'est très difficile à savoir avec plus de 5000 fonds qui existent. Et tous les fonds ne sont pas gérés de la même façon. Et c'est là la nuance que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est qu'il y a la gestion passive et la gestion active. Okay? Il y a des fonds d'investissement qui sont gérés de façon passive et il y a des fonds d'investissement qui sont gérés de façon active. Okay? Je vais expliquer un peu la gestion passive. Vous vous rappelez, il y a quelque chose que je dis toujours, c'est que tout ce qui ne bouge pas meurt. C'est un peu ça qu'on voit dans les fonds d'investissement. Parce que beaucoup d'entre nous avons des fonds d'investissement, mais qui ne produisent pas suffisamment. Et c'est souvent parce que ce sont des fonds d'investissement qui sont passifs. Par exemple, à la banque, ce sont souvent des fonds d'investissement qui sont passifs. Okay? Je vais vous expliquer la différence. Donc, gestion passive. Le fonds garde une structure relativement fixe. Exemple, 60% d'actions et 40% d'obligations. Si les actions chutent, une grande portion du portefeuille peut baisser parce que la structure ne change pas. Donc, tu as un fonds d'investissement qui a une structure de 60% d'actions et 40% d'obligations. Et le fait que la structure ne bouge pas, parce que c'est passif, donc aucune action, dès que tu acceptes avec ton conseiller financier, avec la banque, ce placement-là, ce CELI, ce REER, etc., c'est set, it's done, OK? Tu as choisi un fonds qui faisait 60-40 and that's it. Ça va rester comme ça. Donc, si cette année-là, comme je disais tantôt, il n'y a pas eu du bon rendement au niveau du marché, on était dans une récession, eh bien, il n'y a pas moyen de faire, d'ajuster le niveau de perte que tu aurais fait. OK? Parce que c'est passif, la structure ne va pas changer. Par la suite, il y a la gestion active. Le gestionnaire peut ajuster le portefeuille selon le marché. Si les actions performent mal, il peut réduire la portion d'actions et augmenter d'autres placements pour limiter la perte. Et c'est là que ça vient faire toute la différence. Et c'est là que, vous voyez qu'on entend des gens qui disent que, oh, ils ont placé de l'argent et avec le rendement qu'ils ont fait avec leur placement, ils ont pu investir en immobilier, en immobilier, ok? C'est là la différence. Parce que, comment vous pouvez expliquer que moi, j'ai investi dans des fonds d'investissement, lui, il investit dans des fonds d'investissement, on met le même montant, à la même fréquence, mais lui me dit que avec les rendements de son fonds d'investissement, il a pu acheter une maison cash. Et moi, je suis ici encore en train de struggle. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y a quelque chose que lui, il fait que nous, on ne sait pas. Et c'est bien ici. La gestion passive ou bien la gestion active. C'est important parce que une perte ne se récupère pas. Pourquoi? Parce que le temps ne se récupère pas. Donc, dans la gestion active, ok, tu peux avoir 60% d'obligations et 40%, 60% d'actions et 40% d'obligations. Mais si il y a une récession, le gestionnaire du portefeuille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer la composition, il va changer la structure du fonds, qui va faire en sorte que, ok, je vais mettre les actions à 20%, je vais mettre les obligations à 60% et je vais garder un 20% de CPG. J'ai dit quoi? J'ai dit 20, 40, 60. Voilà, ça fonctionne. 100%. Donc, à cause que c'est une gestion active, le gestionnaire du fonds, il va changer la composition de ce fonds-là, qui ne produit pas assez bien, pour venir limiter les pertes. Et je peux vous dire que je l'ai vécu. C'est incroyable, ok? Faire du rendement de 12% par année, 13% par année, 15% par année. Malgré qu'on était en récession. Malgré que le prix des fraises à l'épicerie était de 7 $. Malgré que le coût de l'épicerie était incroyable. Moi, je faisais du 12% par année. Comment c'est possible? Parce que j'investis dans des fonds à gestion active et non pas passive. J'ai fait le test il y a des années bien avant ça. Quand j'étais plus jeune, je sortais de l'école, je venais d'être embauchée dans une grande firme et j'avais ouvert un CELI. Un CELI ordinaire, je suis allée à la banque, ils m'ont dit, ok, toi, tu es quel profil? Moi, je suis une personne qui est risquée. Hein. En général, je suis une personne qui est risquée en général. C'est pour ça que je bénis Dieu pour mon mari, parce que lui, il est moins risqué. Donc, ça vient mettre la balance. Parce que si c'était de moi, peut-être que
Je sais pas. Je suis trop risquée dans la vie, ok? Bref. Donc, j'étais avec la banque, j'ai ouvert un CELI, j'ai choisi des fonds risqués et ça produisait à peine là, ça produisait pas. Mais quand j'ai connu l'investissement à travers les fonds distincts, donc les assurances, j'ai investi maintenant plus au niveau, j'ai investi avec des compagnies d'assurance au lieu d'investir avec des compagnies, des banques. 12% par année. J'ai jamais fait ça. J'avais jamais vu ça de ma vie là. 12%. Donc c'est ça la différence, c'est fou là. La différence est incroyable. Ok? Donc tu veux investir dans la gestion active et non pas la gestion passive. Et j'aimerais aller dans la Bible. J'aimerais aller dans un verset dans la Bible pour vous parler de ça. C'est dans Matthieu 25, 14 à 18. Vous connaissez déjà toute la parabole. C'est la parabole du talent, okay, du maître et du talent. Puis je vais juste aller le chercher ici pour pouvoir le lire. Donc, la parabole du talent, on sait que le maître est parti en vacances. Il a donné à ses 3 serviteurs. Le premier serviteur, il a donné 5 talents. Le deuxième serviteur, il a donné 2 talents. Et le troisième serviteur, il lui a donné 1 talent. Celui à qui on avait donné 5 talents, il a produit. Il a fait un autre 5 talents. Celui qu'on lui avait donné 2, il a produit. Il est revenu avec 2 talents de plus. Et celui qu'on avait donné 1, il n'a rien fait. Dedans, il a caché. Et le maître est revenu. La parole nous dit que c'est semblable au royaume des cieux et une personne qui est inutile, elle sera jetée au feu, en fait. C'est ça. Donc, quand tu gères tes finances de façon passive, tu sais que la finalité de ça, c'est il n'y a rien qui va savoir, il n'y a rien qui va produire de ça. Ok? Qu'est-ce qui va être produit ne sera pas suffisant pour ce que ton maître a besoin que ça produise. Ok? C'est ça la gestion passive. La gestion passive, c'est synonyme à prendre ton 1 talent d'argent et à l'enterrer et dire que j'ai été un bon serviteur parce que je ne l'ai pas perdu. Non, tu as été un très mauvais serviteur parce que à la fin, tu l'as perdu. Okay? Tu l'as perdu pourquoi? Parce que ce 1-là, qui a tellement rien produit, en fait, il faut que tu vois que le 1-là que tu as enterré, c'est ton pouvoir d'achat. Ok? Tu l'as enterré, ça n'a rien produit pour toi, et le moment que tu dois aller au magasin pour acheter quelque chose, tu vas donner ce 1-là et and it's done. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien après avoir donné ce 1-là. Et ça va chez qui? Ça va à celui qui a investi dans l'épicerie avec son argent. Cette personne-là, elle a investi dans une épicerie et s'est dit, ok, tu sais quoi, moi j'ai de l'argent, puis au lieu que je vais enterrer cet argent-là, je vais ouvrir une épicerie et je vais acheter des produits et les gens vont venir acheter dans mon épicerie et à chaque fois, et je vais reprendre non seulement mon argent, mais je vais travailler cet argent-là pour moi. Ok? L'épicerie, c'est comme la personne qui avait 5 talents, puis la personne qui va acheter à l'épicerie, c'est la personne qui avait 1 talent. À la fin, tu as donné ton 1 talent et il ne te reste plus rien. Et tu l'as donné à qui? À la personne qui avait 5 talents. C'est exactement ce que la parabole nous dit. Mais maintenant, pourquoi je veux vous amener dans cette parabole-là? C'est pour la version en anglais. Je vous l'avais dit, n'est-ce pas, que quand on lit la Bible en anglais, on débloque certains niveaux de révélation qu'on n'a pas quand on lit la Bible en français. Donc, je vais le lire en anglais et vous allez comprendre pourquoi. OK? Donc, Matthieu 25, 14 à 18, ok? For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability. And immédiatement, ok? Je sais, j'arrive pas à le dire. Ok, suddenly, on va changer. Suddenly, he went on a journey. Then, he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. And likewise, he who had received 2 gained 2 more also. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. Ça finit là, ok? Maintenant, je reviens au verset 16. Then he who had received the 5 talents went and traded with them. Traded. Le trading, guys. Je ne sais pas pour vous là. Qui ici a déjà entendu que le trading was evil? Please, envoyez des likes, levez les mains, mettez dans les commentaires. Qui a déjà entendu ici que trading was evil? Que trading was gambling? Que trading, c'était pas de Dieu? Oh non, c'est pas bon de trade, c'est pas de Dieu parce que quand tu trades, c'est comme si que
C'est comme si que tu jouais au jeu du hasard et que tu mettais ta confiance sur le trade, sur le gambling, au lieu de mettre ta confiance sur Dieu. Qui a déjà entendu ça? Parce que moi, en tout cas, j'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Oh, mais est-ce que trade is godly? Oh, mais est-ce que trade is kingdom? Parce que moi, on m'a dit que trade, it's like gambling. So we have so many Christians right here that doesn't trade because they think that it's evil. And God is not like that. And God doesn't like that. C'est incroyable. Ça, c'est le manque de connaissance. La Bible vient de nous dire ici que the one who received 5 talents went and traded. He traded them. OK? Donc, pourquoi je parle de ça? Quand tu reçois de l'argent, tu dois avoir... Ok, je traduis. Quand il a eu ses 5 talents, il est allé et il a échangé. OK? Le terme échanger en anglais, c'est trade. OK? Puis, il y a un... Comment je pourrais dire? Il y a une activité financière qu'on appelle du trading. Et le trading, en gros, c'est que... Tu vois, quand tu vois des personnes qui ont des charts devant eux, ils ont des graphiques. Ils ont des graphiques devant eux. Puis ils regardent, OK, le graphique fait en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. OK? Et en gros, c'est que tu peux apprendre à trade. Tu peux apprendre à trade. En gros, c'est juste, par exemple, tu vas acheter un bien, tu vas acheter une action, et tu vas attendre que cette action-là augmente de valeur pour pouvoir vendre cette action. Et quand l'action a augmenté de valeur, maintenant, tu empoches le profit, le bénéfice. OK? C'est ça le trading. Donc, tu peux aller acheter, tu vas acheter de l'or, voilà. Exemple, tu t'en vas acheter de l'or aujourd'hui et tu attends que la valeur de l'or augmente pour pouvoir vendre ton or. Et là, tu fais un profit. C'est ça le trading. Et là, la Bible nous dit que celui qui avait 5 talents est allé et il a échangé ses 5 talents. Et il en a reçu 5 autres. Donc, on ne sait pas il avait échangé ces talents-là contre quoi. Qu'est-ce qu'il avait acheté en échange, mais il a reçu 5 autres. Donc, tout ça en faisant du trading. He was trading. OK? Et plus que he was trading, plus qu'il empochait du bénéfice. Exactement, c'est ça le trading, Marie. Donc, maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent que, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le trading n'est pas kingdom, que ce n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que trading, ça veut dire gambling. Désolé, hein? Ça veut dire quoi gambling? Miser, les jeux d'argent, là. Les jeux d'argent. Quand tu mises, quand tu fais des paris, voilà. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le trading, c'est le pari, c'est parier, ok? Et à cause de ça, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas faire du trading parce qu'ils pensent que ce n'est pas de Dieu. Mais ici, la parole nous dit que le serviteur est allé trade ses 5 et il a reçu 5. Donc, il faut vraiment démentir, il faut démentir les choses, les mensonges là. Il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit, il faut aller chercher. Il faut ouvrir notre Bible et voir c'est quoi la vérité. Et ne pas aller comme si tu n'es pas convaincu que quelque chose c'est ça, ne va pas avec ce que la personne te dit. Tant que le Saint-Esprit t'a pas convaincu de ce que la personne t'a dit, forget about it. Like, comme, ne mets même pas ton attention dedans parce que beaucoup de gens, ils ont été endoctrinés et ils ne le savent pas. OK? Donc, pourquoi je parle du trading? OK? C'est parce que le trading, en gros, c'est une façon, c'est de la gestion active. OK? On voit dans la Bible que un bon serviteur, c'est quelqu'un qui sait gérer activement ce que Dieu lui donne. Donc, quand tu vas investir dans tes fonds d'investissement, tu veux investir dans des fonds d'investissement qui sont actifs. Tu ne veux pas investir dans des fonds d'investissement qui sont passifs parce que tu vois la preuve que tout ce qui est passif, tout ce qui ne bouge pas est appelé à mourir. Tu ne vas pas en tirer des bénéfices. Ça ne va pas t'avantager. Au contraire, ça pourrait même ça va t'affecter négativement. OK? Donc, c'est pas tout le monde non plus là qui est appelé à trade. OK? Moi, je fais du trading. C'est long comme processus. Il faut être très patient. Il y a des journées où tu fais de l'argent. Il y a des journées où tu perds beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais c'est quand même quelque chose que je conseille à tous les chrétiens. Comme si tu es une personne qui est capable d'apprendre et tout, comme va regarder des cours, apprends à trade un peu. Je dis pas de mettre tout ton argent dedans, là, mais comme essaie d'apprendre. Tu vois, essaie d'apprendre pour toi. C'est toujours bien de savoir, c'est toujours bien de connaître les choses. La connaissance, c'est l'argent. La connaissance, c'est la clé. Plus tu connais, mieux c'est. C'est ça. Mais bref, donc, là, je suis pas en train de vous dire allez trade et tout, là, mais si vous êtes capable, pour de vrai, si vous êtes capable, mon fils le fait, exactement. Donc, ton fils le fait, ça veut dire que tu comprends la puissance du trading, tu vois. Donc, il y a une réelle puissance dans le trading, là, c'est juste fou, là. Et j'aurais aimé que ça soit quelque chose qu'on apprend plus.
Mais c'est ça, il y a beaucoup de technicalités. Mais l'affaire aussi, c'est que je pense que on est habitué à se faire limiter, puis on accepte de se faire limiter. C'est comme, ok, même si c'est dur, montre-moi, je vais essayer. Puis si je suis pas capable pour de vrai, je suis pas capable, mais au moins j'aurais essayé. Mais qu'on ne me dise pas à l'avance, non, c'est trop difficile, fais pas ça, genre. Puis même quand tu le fais, on te dit pas aussi de comme prendre toutes tes économies pour commencer à essayer de trade. C'est comme trade avec petit à petit. En ce moment, il y a beaucoup de plateformes qui te permettent de trade avec beaucoup moins de capital de tes poches, mais de faire des bénéfices et tout, et d'apprendre, surtout d'apprendre à trade. Mais bref, donc, c'est ça. Donc, je dis pas, ok, c'est pas tout le monde qui peut trade, c'est pas tout le monde qui va trade dans sa vie, mais c'est pour montrer l'importance de la gestion active. Quand tu donnes ton argent à la banque, quand tu donnes ton argent dans les compagnies, peu importe où est-ce que tu vas investir, quand tu leur donnes ton argent, c'est ça qu'ils font, ils trade avec. Puis c'est à cause de ça qu'ils sont capables de te donner des rendements. OK? Donc, quand tu vas investir dans ton fonds d'investissement qui est actif, le gestionnaire de portefeuille, il prend ton argent, puis il s'en va trade avec, puis après, il te donne une portion du bénéfice qu'il a fait. Donc, pour revenir, la parabole du talent, c'est identique à la gestion active du fonds d'investissement. OK? Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'une perte ne se récupère pas facilement. C'est pas facile de retrouver une perte. OK? Et surtout, ça coûte du temps. Si je prends l'exemple, OK, d'un fonds d'investissement ou bien d'une action, OK, tu as une action qui a fait plus 10 cette année. L'année d'après, il fait moins 5. Et l'année d'après, il fait plus 10. La réalité, c'est qu'il a fait 0. OK? Parce que si tu prends la moyenne sur 3 ans, en réalité, il a fait 0. Mais si tu viens pour placer dans... Si on va dire que tu viens l'année 3, puis tu vois que, oh, cet actif-là a fait 10% cette année, tu vas penser que c'est un bon actif. Mais la réalité, c'est qu'en 3 ans, il n'a rien fait. Il a fait plus 10, moins 5, plus 10. Donc, il est juste revenu à sa case départ. Et la réalité, c'est que pour pouvoir retrouver la perte, il aurait dû faire plus 15. Donc, si je récapitule, c'est que si tu as mis 100 $, OK, et que cette année-là, ça t'a procuré 10 $, 110 $, mais que l'année d'après, c'est descendu à 105 $, pour que tu puisses retrouver la perte, plus avoir un rendement, il aurait fallu qu'il te donne 115. Si à la fin, il t'a donné 110, tu es revenu à l'an 1. Fait en gros, c'est ça, c'est que c'est pour ça que c'est important la gestion active, parce que quand le gestionnaire de portefeuille est capable maintenant de changer la structure du fonds pour faire en sorte que la perte diminue, le risque de perte diminue le plus possible, ça va faire en sorte que justement, ça te permet de gagner du temps. Okay? Là où ce que d'autres ont perdu du temps parce que ça a fait moins 5, mais l'année d'après, ça a fait plus 5. Tu comprends? Là où ce que d'autres, ça fait moins 5 plus 5, puis qu'en réalité, ils ont fait 0. Toi, de l'autre côté, à cause qu'il y a eu une gestion active, tu as quand même fait ton 12% annuel. Toi, c'est comme si que rien s'est passé, là. Puis c'est exactement ça que je dis quand je dis que quand j'ai commencé à investir à travers des fonds, mon Dieu, je perds mes mots. Des fonds d'investissement, mais bon, je perds mon mot, en tout cas, mais les fonds d'investissement à travers, des fonds distincts, voilà, des fonds distincts. Quand j'ai commencé à investir à travers des fonds distincts, j'ai plus ce problème de, genre 3% cette année-là, 4% l'année d'après, 5%, moins 2, j'ai plus vu ça, j'en ai plus vu, comme, puis c'est toujours comme 10, 12, 10, 12, 10, 12, comme 13, 14, je vois plus des moins. Et là, je parle annuel, là, parce que mensuel, il peut avoir des négatifs. Mais au niveau annuel, j'en vois plus des négatifs, là. Et c'est réellement pour ça. C'est parce que ils gèrent le fonds de façon active. Quand ils voient que, le fonds commence à faire trop de négatifs, ok, je vais changer, je change. Je vais mettre un autre fonds qui va faire en sorte... Je vais mettre un autre fonds qui est similaire, mais que lui, il produit du profit au lieu de produire des pertes. Vous voyez un peu? Donc, en gros, c'est ça pour aujourd'hui. Ce qu'on doit retenir, c'est que tout le monde n'est pas appelé à trade, mais tout le monde est appelé à être un bon intendant, n'est-ce pas? Tout le monde est appelé à être de bons administrateurs et à gérer de façon active les ressources que Dieu met dans nos mains. Donc, peu importe le véhicule que tu vas choisir aujourd'hui, il faut que tu t'assures que ce soit une stratégie, ok? Que ce soit une stratégie, ok? Que ce soit pensé, réfléchi, ok? Il faut que tu t'assures qu'il y ait une structure. Exemple, les fonds d'investissement gérés de façon active, tu sais que, non, ok, je répète, exemple, les fonds d'investissement, tu sais qu'il y a une structure, il y a 60% d'actions, 40% d'obligations, ou bien, dépendamment de ton profil, ça peut être autre chose, ok, il y a une structure,
C'est pas 100% des actions, c'est pas 100% des CPG, c'est pas 100% des obligations. OK? Et assure-toi vraiment qu'il y a une gestion qui protège ton capital et ton temps. Parce que ton temps ne revient jamais. OK? Devoir de la semaine. Devoir de la semaine. Je vais le poster dans le groupe. Et je vais le poster maintenant. OK? Comme ça, on n'aura pas à attendre une semaine pour avoir le devoir. Devoir de la semaine. Tu vas faire un mini diagnostic de ton profil financier. OK? Est-ce que tu es plus sécuritaire? Est-ce que tu es plus équilibré? Ou est-ce que tu es plus croissance? OK? Identifie qu'est-ce que tu as actuellement en place. Déjà, est-ce que tu as juste des CPG? Est-ce que tu as juste des obligations, des actions? Est-ce que tu as un mélange des deux? Les fonds que tu as, ils sont constitués de quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup trop de CPG? S'il y a beaucoup trop de CPG, enlève-moi ça, là. Tu n'as pas besoin de CPG, là. OK? Tu n'as pas besoin de CPG. Ça te profite pas. OK? Fait, regarde un peu, c'est constitué de quoi, là, les fonds que tu as présentement. Regarde aussi c'est quoi, est-ce que tu as des REER, des CELI, tu sais, c'est quoi. OK? Et pose une action concrète. Choisis une action. OK? Une action qui va te permettre de mettre un pas de l'avant et d'avancer petit à petit. Parce que l'important, c'est d'avancer. L'important, c'est de mettre notre foi en action. On sait que la foi sans œuvre est morte. OK? Dieu est quelqu'un qui récompense la foi. La foi plaît à Dieu. OK? Dieu est quelqu'un qui honore la foi. La foi, c'est quoi? C'est mettre des actions. Fait c'est pas que tu vas y réfléchir infiniment. Tu y réfléchis, tu y penses, tu en parles, tu fais le devoir et maintenant tu vas mettre une action. Puis Dieu va honorer ta foi, il va honorer ton action après ça. OK? Donc, tu choisis une action. Soit tu vérifies dans ton compte CELI, REER ou autre compte d'investissement le type de placement que tu détiens. OK? Soit tu notes le nom des fonds que tu as actuellement et tu vérifies si c'est une gestion passive ou active. Ou soit, si tu n'as rien, OK, tu ouvres une note et tu écris « Mon premier placement sera tel fonds ou bien telle action ou bien, tu sais, et combien tu veux automatiser. » Exemple, 25 $ par semaine, OK, 40 $ par semaine. Combien tu vas mettre de façon automatique. Puis quand tu vas décider ça, tu vas le mettre de façon automatique. Ne compte pas sur toi d'aller virer l'argent chaque semaine, OK? Mets-le de façon automatique et après, juste réajuste tes finances par rapport à l'argent qui est sorti. OK? Parce que si tu attends à la fin de la semaine pour aller mettre ton 25 $, ton 40 $, puis que finalement, cette semaine-là, tu avais dépensé plus que prévu, c'est l'argent de ton investissement qui va en prendre un coup. Finalement, tu vas dire, ben, finalement, je ne vais pas remettre cette semaine. Non. Priorise l'administration des ressources que Dieu t'a données et après, tu vas gérer le reste. OK? C'est un peu comme quand on dit de donner sa dîme. Tu donnes la dîme, puis après, tu gères avec les 90%. C'est la même chose. Là, tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu mets tes placements, tu investis dans ton avenir, OK? Tu investis dans tes finances, tu investis dans ta puissance, parce que le langage de ce monde, de la puissance, c'est l'argent, OK? Tu investis dans ta puissance, et après, tu gères avec le reste, OK? Il y a toujours des façons d'arranger, il y a toujours des façons de faire, mais il faut avoir les bonnes priorités, OK? Donc, ça va être ça le devoir pour aujourd'hui, puis je vais l'envoyer maintenant. Je vais l'envoyer maintenant dès qu'on se déconnecte. On va prier. Père éternel, je te bénis pour ce moment que nous avons eu ensemble. Merci pour ta révélation, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, Seigneur Jésus, parce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance, mais tu nous ouvres les yeux et tu nous donnes accès à la connaissance, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que tu es un papa responsable. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que nous savons que tu as quelque chose de mieux pour nous et tu nous élèves et tu nous amènes dans les hauteurs et tu veux nous élever, Seigneur Jésus, dans cette société dans laquelle nous vivons pour avoir un impact et pour que ton nom soit élevé et que la gloire te soit rendue à jamais, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, je remets chacune des personnes entre tes saintes mains. Continue à les parler, continue à les diriger par rapport à leurs finances, continue à développer ce sens de responsabilité qu'ils ont par rapport à développer ce sens de responsabilité par rapport à leurs finances, Seigneur Jésus. Je te bénis pour ce que tu fais, je te bénis pour le changement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Passez une excellente soirée et une excellente semaine. Bisous.